Mark Carney n'est pas le seul leader fédéral à passer la semaine prochaine à l'étranger. Pierre Poilievre fera son premier voyage international comme chef de l'opposition officielle. Il sera en Europe toute la semaine, Londres lundi, où il rencontrera des députés et des gens d'affaires avant de prononcer une allocution dans un think tank mardi. Mercredi, direction Berlin pour un deuxième discours, suivi de rencontres avec des responsables et chefs d'entreprise jeudi. Et plus tard dans la semaine, il visitera le port de Hambourg et des installations de GNL. Cette tournée fait suite à son discours d'hier où il a finalement critiqué Donald Trump et présenté ses réponses au bouleversement du président américain sur l'ordre mondial. Pour analyser ce virage, je reçois nos analystes. Cette semaine, Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT et ex-chef de cabinet de la ministre Mélanie Joly. Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du gouvernement Harper. Et Christina Michaud, ancienne députée bloquiste dans Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Bonsoir vous trois, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Rodolphe, je vais commencer avec vous. On attendait depuis quand même un certain temps un tel discours de la part de M. Poilievre, un discours qui a été salué par de nombreux observateurs, Jason Kenney, Perrin Beatty, Andrew McDougall, pour n'en nommer que quelques-uns. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous croyez que ce sera suffisant pour renverser la vapeur? Tout d'abord, je pense que c'était un exercice nécessaire. Sur la forme, on a vu le ton de M. Poilievre, un ton plus posé que normalement on était habitué à le voir. Sur le fond aussi, je pense que c'était un discours important. On peut par contre se questionner sur pourquoi ce discours vient si tard, pourquoi il n'a pas été donné, par exemple, lors du congrès du Parti conservateur en Calgary ou lors de la dernière élection fédérale. Mais sinon, je pense qu'il y a des éléments qui sont importants dans ce discours pour montrer quel serait un premier ministre Poilievre. Et c'est ça tout le défi pour M. Poilievre, c'est que les Canadiens et les Canadiennes le voient comme un premier ministre en attente et non pas comme un chef de l'opposition. Même chose pour ce voyage. Je pense que c'est utile pour un chef de l'opposition d'aller comme ça à l'international. On peut encore se questionner pourquoi ça n'a pas été fait avant. Par exemple, moi, dans le passé, j'ai travaillé dans l'opposition sous Andrew Scheer. Andrew Scheer s'était rendu en Angleterre, par exemple, s'était rendu aussi en Inde. Donc, ça vient tard pour le chef conservateur comme ça de venir et d'aller à l'étranger. Mais je pense que c'est un bon changement de stratégie et surtout de ton. Mm-hmm. Sandra, je pense que les observateurs s'entendent pour dire qu'effectivement, comme Rodolphe le suggère, ça vient tard. Mais ce qui m'a frappé hier aussi, c'est à quel point certaines idées de M. Poilievre reflétaient déjà celles du gouvernement, insister sur ce qu'on peut contrôler ici, l'utilisation de l'expression « maître chez nous ». Il a quand même présenté des politiques précises, mais est-ce que vous croyez qu'il peut vraiment réduire l'écart de crédibilité que les sondages suggèrent entre lui et M. Carney sur ce dossier? C'est sûr qu'en termes de messages clés, si on revient à ça à la base, ça fait des mois, j'ai envie de dire presque un an, que M. Carney, M. Poilievre et les équipes conservatrices et libérales s'échangent des formulations. Alors, j'ai tiqué un peu quand j'ai entendu ça. En même temps, je l'avais déjà entendu dans les deux camps. Alors, j'ai mis cet élément-là de côté. Il y a effectivement un élément où ça vient extrêmement tard. C'est le genre de discours que j'aurais aimé voir personnellement il y a un an. Bon, on le voit aujourd'hui. On n'est pas nécessairement à la veille d'élections générales, mais quand on regarde les sondages, c'est sûr que les stratèges libéraux peuvent être tentés. Cela étant dit, les enjeux sont importants et ce que M. Poilievre a fait a vraiment été d'aller se présenter à un parterre de gens d'affaires à Toronto comme un candidat potentiel pour être premier ministre et le fond, la forme, tout cela le reflétait. Et là, il s'en va à l'international pour se faire développer son réseau de contacts, qu'il a possiblement déjà, mais on ne le sait pas. Et c'est clair qu'à ce moment-ci, dans l'histoire, quand on regarde la géopolitique, la géoéconomie, il est crucial d'avoir des alliés, d'avoir des partenaires, d'avoir un cardex, un carnet avec les numéros de téléphone de tout le monde, d'avoir ces bons contacts-là. Donc, M. Poilievre pose les bons gestes, mais est-ce que ça fera vraiment une différence, comme il faudra voir? Du côté du camp conservateur, je pense que plus ils ont du temps, mieux c'est pour eux. Christina, certains des projets mis de l'avant par M. Poilievre semblent, je pense qu'on peut dire, ambitieux. Il veut un pacte automobile sans tarif avec les États-Unis, répétant ce qu'il avait dit lors de la dernière campagne, conclure un accord sans tarif. C'est un exploit qu'aucun autre pays n'a réussi jusqu'ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette tentative de sa part de rattraper du terrain? Bien, il était temps, là. Je suis d'accord avec les collègues là-dessus et à peu près tous les analystes qu'on aime un peu ce changement de ton de M. Poilievre. C'est rafraîchissant.
Par contre, ce qu'il propose, il y a des choses là on a noté des similitudes quand même avec le discours de M. Carney, avec le discours de le ministre Dominique Leblanc. Il y a d'autres éléments que M. Poilievre approche tout en disant personne ne peut prévoir ce que va faire M. Trump. Alors, il faut toujours garder ça en tête. Mais c'est intéressant de le voir apporter des idées, ce qu'il n'a pas nécessairement fait depuis le tout début du mandat. On l'a vu agir comme critique, toujours en tant que critique, sans vouloir vraiment apporter des idées, apporter des propositions, peu importe ce que sont les propositions. Alors ça, c'est intéressant de le voir. Vouloir peut-être joindre cette équipe Canada que M. Carney tente de créer, peut-être que c'est stratégique aussi. Oui, équipe Canada face aux États-Unis, mais peut-être aussi face à la perspective d'un référendum au Québec, d'un référendum en Alberta. Alors, à voir comment les conservateurs, les électeurs conservateurs vont réagir aussi. Est-ce que ça va permettre aux députés qui n'étaient pas certains, les possibles transfuges, de rester dans le camp conservateur, ou est-ce que, au contraire, on va faire peur à des conservateurs purs et durs qui vont trouver que M. Carney M. Poilievre adoucit trop le ton et veut trop se coller aux libéraux. Alors, ce sera intéressant de voir comment va jongler l'électorat avec ça et les prochains sondages. Est-ce que ça aura un impact? Parce qu'on sait que les conservateurs ont de plus en plus de retard là, sur les libéraux dans les sondages. Alors, ce sera intéressant de suivre ça dans les prochains mois. Justement, Christina, vous évoquez l'idée d'un référendum. Autre nouvelle marquante cette semaine, après la victoire du PQ dans la partielle de Chicoutimi lundi, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a déclaré qu'il choisirait le moment d'un éventuel référendum avec prudence, compte tenu justement du contexte géopolitique incertain. Monsieur Plamondon, est-ce que vous croyez qu'il fait bien de calmer le jeu par rapport à sa promesse d'un référendum dès le premier mandat? Selon le dernier sondage de Palace Data, le PQ perd du terrain face aux libéraux et 60% des Québécois voteraient contre la souveraineté. Oui, bien, il y a plusieurs personnes qui ont été vite sur la gâchette en disant, bon, M. Paul Saint-Pierre Plamondon recule sur sa promesse d'un référendum dans le premier mandat. Il y a une différence entre reculer puis recadrer le message un petit peu. Ce que fait M. Saint-Pierre Plamondon en ce moment, c'est être à l'écoute tout simplement de la population. Il le dit, je suis allé faire du porte-à-porte. Les gens ont une crainte par rapport à la relation entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que c'est le bon moment d'avoir un référendum? Alors, je pense qu'il est simplement à l'écoute de la population qui veut recadrer un petit peu le message, équilibrer aussi les attentes un petit peu et être simplement réaliste. Alors, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon joue bien ses cartes jusqu'ici. Il joue la transparence comme il fait depuis le début et il va voir quand ce sera le bon moment. Si c'est après Trump, ce sera toujours pendant le premier mandat et de toute façon, il avait mentionné ne pas vouloir faire un référendum évidemment au jour 2 de son mandat s'il devient premier ministre du Québec. Alors, il veut prendre le temps d'être à l'écoute des Québécois. Et en effet, on voit selon certains sondages que la population n'est peut-être pas présente pour un référendum ces temps-ci ou pour la perspective d'un oui. Alors, je pense chaque chose en son temps. Il est en train de prendre en compte, je pense, que les gens ont à dire et c'est tout à son honneur. Sandra, vous, comment est-ce que vous interprétez le flou autour de son calendrier référendaire? Je pense que c'est sage, dans le contexte actuel, de venir gérer les attentes autour de ça. Quand une campagne électorale va être déclenchée, tout le monde va vouloir savoir c'est quand est-ce qu'il va y avoir un référendum. La question du quand, que ce soit un référendum, que ce soit quand on travaille sur un projet de loi, des éléments sur lesquels il y a des pressions, on veut toujours avoir une date. Et dans le contexte actuel, ça pourrait être extrêmement difficile pour M. Saint-Pierre Plamondon de vraiment... Il viendrait se mettre dans un coin là, de dire, moi, je vais le faire à partir de telle date. Il y a trop d'éléments en mouvance. Donc, je pense que c'est sage. Et évidemment, oui, il faut écouter là où en est la population et peut-être, en fait, assurément que les priorités, quand on regarde les sondages, sont ailleurs en ce moment. Donc, il est à l'écoute et je pense que comme politicien, c'est la seule voie viable en ce moment. Rodolphe, d'un côté, il se veut rassurant et conscient des risques. De l'autre, il affirme que c'est justement dans les moments risqués que le Québec a intérêt à être maître chez lui. Est-ce que vous croyez que les électeurs pourraient y voir un double discours et possiblement le punir, lui le menant de se rendre aux urnes?
C'est sûr qu'avec l'instabilité économique, la perspective référendaire est plus difficile à faire passer le message. Alors je comprends, on va aussi voir possiblement qu'est-ce qui va se passer en Alberta et n'oublions pas, est-ce que les propos de M. Trump, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas de l'ingérence étrangère en Alberta et on se pose la question et c'est légitime aussi de se poser la question, est-ce qu'on veut faire un référendum avec M. Trump encore au pouvoir qui peut comme ça à chaque fois hijacker l'agenda. Même chose qu'on a vu durant la dernière campagne électorale, par exemple. Donc, c'est pour ça. Mais d'un autre côté, ne l'oublions pas, faire 3 ans au pouvoir, ça use aussi et ça peut aussi être difficile après parce qu'on va être jugé sur ce gouvernement. Donc, d'aller comme ça en dernière année de mandat, demander un référendum, ça a aussi des risques du point de vue juste stratégique. On va devoir s'arrêter là-dessus cette semaine. Merci à vous trois encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Un plaisir.